Bonjour à tous et à toutes. Cette semaine, exploration de la mythologie républicaine, encore, avec cette fois Marie l'Asmonéenne, la Marianne juive. Marianne est devenue un symbole de la République au XIXe siècle. Et bien évidemment, la question s'est posée de savoir d'où elle tirait son nom. Curieusement, personne n'en sait rien, comme si ce nom était tombé du ciel, sans qu'il soit justifié par des circonstances particulières. Eh bien, c'est comme avec le bonnet phrygien, ils ne vont pas nous dire la vérité. S'ils ont choisi ce nom de Marianne, eh bien, c'est pour des raisons bien à eux, et ils ne vont certainement pas nous le dire, puisque, comme pour tout ce qui est symbolique, eh bien, le sens profond doit en être caché. Le symbole ne fonctionne que lorsqu'il est une image non consciente. Donc ils vont pas nous le dire, donc c'est à nous de chercher la solution. Et alors je vais vous en proposer une, essayez d'en faire la démonstration, chacun se fera son opinion, qui est que Marianne tire son nom de Marianne l'Asmonéenne, femme d'Hérode, racontée par Flavius Joseph. Alors avant d'aller plus loin, je voudrais donner un petit peu de contexte littéraire. Les histoires dont je vais parler, Marianne l'Asmonéenne, nous sont connues en réalité par quasiment une seule source, un seul auteur, Flavius Joseph, un juif romain, comme son nom l'indique, un nom à la figure de Janus, une face romaine Flavius, une face juive Joseph. Il y a également 4 livres bibliques, pseudo-bibliques, les livres de Maccabée, des livres qui ne sont pas reconnus dans la Bible hébraïque, mais qui servent quand même de support à la fête de Hanouka dont on va parler. De Flavius Joseph, on tient 2 livres, La guerre des Juifs, en 6 ou 7 volumes, et les Antiquités judaïques, en XY volumes, je ne sais plus combien. Dans ces 2 bouquins, eh bien, il couvre l'histoire de la Palestine, ou bien de la Judée-Samarie, ou de la Galilée, ou je ne sais comment il faut la nommer, mais disons de la Palestine, puisque c'est son nom d'aujourd'hui. Eh bien, Flavius Joseph couvre 3 siècles de cette histoire, 200 ans avant Jésus-Christ jusqu'à 100 ans après sa naissance, environ. Eh bien, dans ce livre, on se rend compte qu'il reprend certaines histoires d'Hérodote, en particulier la guerre que Cambyse mena en Égypte. Cette guerre est une invention du pseudo-Hérodote, qui, comme je l'ai expliqué, écrit à la fin du bas Moyen-Âge ou au début de la Renaissance. Donc si Flavius Joseph connaissait Hérodote, ça veut dire qu'il écrit après Hérodote et qu'il faut dater son ouvrage un petit peu avant de la première fois où il a été imprimé, c'est-à-dire peut-être en 1470 à Rome par un imprimeur allemand, c'est-à-dire 4 ans avant Hérodote, publié en 1474 dans la traduction de Lorenzo Valla. Donc le Flavius Joseph vient après, il vient après au moins 1474, et donc il est publié probablement aux alentours de 1500. La guerre des Juifs ne le sera que plus tard, en 1544. Et s'il y a des auteurs, par exemple comme Jacques de Guise, qui reprend les histoires de Flavius Joseph, Jacques de Guise vient après Flavius Joseph, et Flavius Joseph vient après Hérodote, et il faut penser que les histoires de Jacques de Guise ont été écrites également peu avant son impression, c'est-à-dire aux alentours de 1530. Il s'agit d'une construction, pour faire croire que. Donc on voit ce qu'ils ont fait avec Flavius Joseph, ils ont en quelque sorte préempté l'histoire de ce lieu, en disant, de tel moment à tel moment, ce lieu était à nous, ce lieu était romain, ce lieu était juif, il y avait un État juif et il y avait une conquête romaine. Et cet État juif et cette conquête romaine, en réalité, ne reposent que sur un seul texte, écrit au début de la Renaissance. Et 500 ans plus tard, on est tous à croire, l'humanité entière, que les Romains
ont occupé la Palestine il y a 2000 ans et qu'il y a 2000 ans, il y avait un État juif, un État d'Israël en Palestine. Ce qui n'est qu'une invention de la Renaissance. Et donc on peut dire que Flavius Joseph comme Hérodote sont en réalité les premiers écrivains sionistes dans la mesure où ils posent les bases, les conditions initiales de la reconquête de la Palestine par les anciens croisés. Ils ont créé avec un seul livre toute une histoire qu'ils font passer pour vraie aux yeux du monde entier et qui aujourd'hui leur sert à justifier leur action criminelle au Proche-Orient. La littérature est une arme, ici une arme coloniale, et les historiens parfois, à leur insu, mais souvent de façon volontaire, sont les agents de cette politique coloniale. Donc tout ça pour dire que je ne crois pas un traître mot des histoires dont je vais parler. Mais je vais faire comme si c'était vrai, parce que tout le monde le croit. Alors qui est cette Maria Asmodéenne? Eh bien, pour nous, évidemment, elle est parfaitement inconnue. Nous ne savons plus rien de l'histoire biblique et personne n'en a plus entendu parler depuis au moins 2 siècles. Mais au XVIIIe siècle, elle était connue. Pour preuve, Voltaire, le grand Voltaire, en avait fait une pièce de théâtre, Hérode et Mariamne. La pièce avait fait un flop retentissant. Voltaire n'est pas Racine. Et 1300 vers en alexandrin de Voltaire, eh bien, il faut se les avaler. Mais à cette époque-là, au XVIIIe siècle, eh bien, Marianne était connue, elle était connue grâce à ce Voltaire. Il y avait aussi une autre Marianne qui s'appelait la comtesse de Marianne, qui avait une existence dans le roman populaire, mais celle qui nous intéresse, c'est la Marianne d'Hérode. Hérode avec Marianne de Voltaire. Ce qui va nous intéresser d'abord, c'est la graphie du mot. Notez que Voltaire écrit Mariamne avec un M et un N, Mariamne. Pour écrire sa pièce, Voltaire reprend la pièce d'un auteur du siècle précédent, Tristan l'Hermite, qui écrit La Marianne en 1636. Marianne N. Et ce Tristan l'Hermite, lui, reprenait son histoire donc du fameux Flavius Joseph, édité pour la première fois aux alentours de 1510 environ. Et Flavius Joseph, qui est un auteur romano-juif, eh bien, Flavius Joseph écrit en grec, et lui, il utilise la forme Mariam, Mariam en grec, mais écrit avec 2 M. Donc cette princesse, qui était femme d'Hérode le Grand, s'appelait en réalité Mariam. Or, qui est Mariam? Eh bien, Mariam, c'est la forme orientale de Marie. Mariam, Marie, qui pour les chrétiens est la mère de Jésus, ou Myriam, qui est pour les juifs la sœur de Moïse et d'Aaron, citée dans le Coran. On commence à entrevoir ici un début de réponse à notre questionnement, qui est Marie. Marie est une déesse très importante dans le panthéon chrétien, dans le panthéon catholique en particulier. Il y a des fêtes dédiées, la fête de l'Assomption, le 15 août, et puis la fête de l'Immaculée Conception, le 8 décembre, ce fameux 8 décembre où sont fêtées à Lyon la fête des Lumières. Elle a également un mois qui lui est dédié, le mois de mai, le mois de Marie. Et puis, pour les pratiquants les plus assidus, elle fait l'objet de dévotions quotidiennes par la pratique du chapelet, le chapelet et le rosaire, surtout pratiqué par les femmes. Mais quoi qu'il en soit, il s'agit donc d'une divinité très importante dans le panthéon catholique occidental. Et finalement, la Marianne républicaine vient simplement prendre sa place. C'est-à-dire qu'il faut dans l'imaginaire des gens cette figure de la mère parfaite, vierge, puisque finalement le tabou de l'inceste, c'est l'interdit de la sexualité en tout premier lieu avec la mère,
Donc la mère, dans un univers symbolique, est en quelque sorte vierge par nature. Et donc Marianne, qu'on a vu représentée par Charles Muller en putain dans la vidéo précédente, Marianne vient remplacer la figure de Marie dans l'imaginaire des gens. C'est pour ça qu'elle porte le même nom, légèrement modifié, pour que ça se voit moins, mais elle est devenue le symbole de la religion républicaine, comme Marie était un des symboles les plus importants de la religion catholique. Il s'agit de remplacer dans l'imaginaire des gens un personnage par un autre. Abracadabra, c'est... Alors qui était cette Marie asmonéenne? Elle a été la femme d'Hérode le Grand. Alors, on a déjà parlé d'Hérode à propos de Salomé, d'Hérodote. Mais l'Hérode en question, c'était Hérode Antipas. L'Hérode dont on parle, c'est son père, Hérode le Grand, appelé le Grand parce que il est connu pour avoir fait des grands travaux, en particulier l'agrandissement du mur du temple de Jérusalem et la construction de la ville de Césarée. Et évidemment encore d'autres choses. Que raconte Flavius Joseph? Alors, cet Hérode le Grand était roi de Judée. La Judée, c'est le nom qu'on donnait à l'État juif de la Palestine à cette époque. Toujours selon Flavius Joseph, qui, je le répète, invente intégralement cette période. Hérode le Grand était roi de Judée et il était au service de l'Empire romain. Dans les évangiles, Hérode le Grand apparaît comme ordonnant le massacre des saints innocents. Il fait tuer tous les enfants de Galilée parce qu'il a peur que parmi eux naisse celui qui va le faire tomber. Par ambition, Hérode avait épousé Marianne, parce que celle-ci était une princesse héritière d'une grande famille juive, les Asmonéens, la dynastie des Asmonéens, et qu'il lui fallait cette alliance pour assurer son pouvoir. Les Asmonéens n'étant rien d'autre que les Maccabées, dont on connaît l'histoire par le livre des Maccabées dans la Bible, et dont la fête de Hanouka, dont on a parlé récemment, commémore les événements. Alors de quoi s'agit-il? Nous sommes 2 siècles avant Jésus-Christ, Alexandre le Grand a envahi le Moyen-Orient il y a 1 siècle, et les Grecs veulent imposer leur culture et leur civilisation aux Juifs de Palestine. Les Maccabées, une famille juive, mènent la résistance contre la politique d'hellénisation pratiquée par les Séleucides, donc des Grecs. Ils fondent la dynastie des Asmonéens, dont Mariam, la femme d'Hérode, donc est issue. Et cette guerre n'est pas simplement une guerre menée contre les Grecs, mais c'est une guerre interne aux Juifs, entre des Juifs qui veulent l'assimilation, qui sont tournés vers les Grecs et qui adaptent leurs coutumes aux coutumes grecques, et les Juifs fondamentalistes qui veulent rester sur leur propre tradition. Et la fête d'Hanouka commémore le moment où les Juifs vainqueurs restaurent le temple, réintroduisent le culte dans le temple et ils le font en allumant une menorah, un chandelier, un candélabre. Alors il y a 2 choses à faire remarquer. La première, c'est que cette situation du peuple juif en lutte contre un envahisseur qui veut lui changer en fait son identité, peut se lire aussi en miroir de situation actuelle. On pense aux Palestiniens occupés donc par les Occidentaux. Hier c'était Rome, aujourd'hui c'est l'Occident chrétien qui envoie des entités sionistes juives conquérir la Palestine. La situation est la même, où finalement il y a le cas des Français, colonisés
mais deux fois, à la fois par les juifs sionistes qui veulent imposer les mœurs de la modernité, et puis par des populations immigrées qui arrivent avec des coutumes qui ne sont pas les coutumes des Français. En tout cas, l'exemple des Maccabées est un exemple pour les Juifs, mais évidemment, il ne l'est pas ni pour les Palestiniens, ni pour les Français, qui eux, devraient se laisser réformer sans rien dire. Et puis, il faut aussi également souligner que les Lumières d'Hanouka n'ont rien à voir avec les Lumières de la République. Les Lumières de la République, c'est les Lumières de la raison. Je suis une lumière, j'ai une idée lumineuse et avec cette idée lumineuse que j'ai, je veux réformer le monde. C'est ça les Lumières de la République, alors que les Lumières d'Hanouka, c'est une fête traditionnelle assez répandue qui veut que au plus fort de l'hiver, au moment où les journées sont les plus courtes, les nuits les plus longues, on rallume les lumières de l'espoir qui annoncent le renouveau de printemps. On peut dire que, par exemple, dans la liturgie catholique, toute la période qui va de l'Avent jusqu'à Pentecôte est sous le signe des Lumières, avec évidemment Noël et l'étoile annonciatrice de Jésus, cette lumière qui éclaire le monde également, et puis la Pâque où on allume le cierge de Pâques, ou encore Pentecôte avec les langues de feu qui viennent sur les apôtres et qui leur donnent la capacité d'enseigner aux foules. Donc les lumières d'Hanouka, c'est cela, ce sont les lumières de l'espoir, du renouveau, de la résurrection. C'est une fête qui se fait traditionnellement en famille. Ça se passe au mois de décembre, à proximité des fêtes de Noël. Je vous montre un petit exemple. On allume les bougies de Hanouka au moyen d'une bougie supplémentaire qui porte le nom de Shamash. On tient de la main droite le Shamash allumé et on prononce deux bénédictions. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר קידשנו במצוותיו. Le premier soir, nous allumons une bougie, le second, deux, etc. Nous allumons les bougies de gauche à droite. Ainsi, le premier soir, nous allumons la bougie à l'extrême droite. Et le deuxième soir, nous allumons d'abord la bougie supplémentaire du jour, celle qui est à gauche de celle de la veille, puis celle de la veille, et ainsi de suite, en finissant par le Shamash. Chaque soir, on récite deux bénédictions. La première, Baruch ata Adonai Eloheinu melech ha'olam asher kideshanu b'mitzvotav vetzivanu leadlik ner Hanouka. Ce n'est qu'à partir des années 1970 qu'un courant juif hassidique, les Lubavitch, des juifs de l'Europe de l'Est, ont commencé à imposer l'Hanouka dans l'espace public. Il n'y a pas qu'à Paris devant la Tour Eiffel, mais Karlsruhe. Il n'y a pas qu'à Paris au Louvre ou devant la Tour Eiffel, mais dans toutes les grandes capitales du monde occidental, on fait des cérémonies sur les places publiques pour célébrer la foi juive, le judaïsme, mais ce sont des pratiques récentes. Alors contrairement à ce qui a pu être dit, ces pratiques ne sont en aucun cas contraires à la laïcité. Tout le monde, vous avez le droit, nous avons le droit, nous avons tout à fait le droit de manifester notre religion en ville, dans les lieux publics, par la parole, le rite ou quoi que ce soit, ou autre. Et que des juifs pratiquent ça, ça reste dans le cadre justement de la laïcité, qui veut que le citoyen est libre de manifester sa religion. Donc, nous ne leur en ferons certainement pas reproche. Après, évidemment, quand c'est à l'Élysée, c'est autre chose. Mais passons. Revenons à notre guerre des Juifs. Je l'ai dit, la guerre des Juifs, ce n'est pas seulement une guerre
contre les Grecs séleucides, mais c'est aussi une guerre interne contre les Juifs, une guerre contre ceux qui veulent s'assimiler, c'est-à-dire prendre l'esprit grec, et ceux qui veulent conserver la pureté de l'âme juive, de la nation juive. Pour les Juifs, l'assimilation, c'est considéré comme une petite Shoah. C'est participer de la Shoah, c'est-à-dire de la volonté d'exterminer les Juifs. Puisque avec l'assimilation, les Juifs disparaissent. Donc tout ce qui conduit à faire du Juif un non-Juif, par exemple le mariage avec une goye, ne pas apprendre la religion à ses enfants, soi-même ne pas respecter les règles religieuses, ces choses sont considérées comme les plus grands crimes pour le judaïsme. Mais il y a aussi un détail qu'il faut relever, c'est que cet esprit grec auquel les Juifs ne veulent pas adhérer, ne veulent pas participer, cet esprit grec, c'est l'esprit du christianisme, c'est l'esprit de l'Occident. Et donc, c'est aussi l'esprit des Lumières qui nous sont vendues par la propagande maçonnique. Alors, on est face à une sorte de paradoxe, parce que les Lumières d'Hanouka ne sont pas les Lumières de la République, l'esprit juif n'est pas l'esprit des Lumières, n'est pas l'esprit des droits de l'homme, qui en découle. Moi, ça me fait penser à ce verset qu'on trouve dans Esther grecque, et qui dit ceci. Il y a deux sortes de destins, un pour son peuple et un pour les autres peuples. Apparemment, il y a manifestement deux ordres de lois. Une loi pour les Juifs et une loi pour les autres, pour les goïs, c'est-à-dire pour nous. Et ces deux lois ne sont pas les mêmes, même si, finalement, ce sont les Juifs qui fabriquent la loi pour les goïs. Ceci étant dit, revenons à notre Marianne, puisque c'est d'elle dont nous voulions parler. Alors, cette Marianne, Flavius Joseph, mariée à Hérode le Grand, est l'héritière de cette riche dynastie qui a fait la gloire de Juda. Puisqu'en ce temps-là, il n'est plus question d'Israël, mais de Juda. Le territoire est d'ailleurs appelé Judée, je crois, par les Romains. Et Hérode, c'est un roi juif, mais il est comme Flavius Joseph, il est à moitié romanisé. À Césarée, il construit une ville à la romaine, il vit comme un Romain, il mange comme un Romain, il boit comme un Romain. C'est un traître, un renégat. Et Mariam, qui a vu toute sa famille décimée par ces mêmes Romains, méprise profondément Hérode. Elle lui voue une haine sourde qu'elle ne manque pas de lui faire sentir. Et Hérode, influencé par sa sœur Salomé, craint que Mariam soit un danger pour son trône et qu'elle se retourne contre lui. Aussi, au final, Hérode préfère la faire mourir. Alors, avoir fait de Marianne le symbole de la République, le symbole de celle qui tient la tête du roi sur un pic, à travers le bonnet phrygien, n'est-ce pas quelque part une sorte de vengeance envers le roi? La vengeance de la reine juive que le roi avait voulu convertir, peut-être même discipliner. Marianne l'Asmodéenne, Marianne la descendante des Maccabées, la reine juive, la princesse juive, est vengée par la mort du roi Louis XVI. Voilà, je vous laisse avec cette idée, je vous remercie de votre écoute, je vous remercie de votre patience, et je vous dis à bientôt.